Bonjour, Mesdames et Messieurs. Bienvenue à cette émission spéciale qui vous présentera dans quelques instants le point de presse quotidien du gouvernement du Québec. Le premier ministre François Legault s'est accordé une journée de congé bien méritée. Il sera remplacé par la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, accompagnée du directeur de la Santé publique, évidemment, Horacio Arruda, et de la ministre de la Santé, Danielle Mécan. Un peu plus tôt, vous dire que le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que des millions de masques arriveraient de Chine d'ici les prochaines 48 heures. Québec attend de son côté une importante livraison de masques N95 d'ici la fin du mois. Le gouvernement Legault espère recevoir l'équivalent d'une année d'inventaire qui est normalement envoyé par l'entreprise américaine 3M, mais le président Donald Trump, le président américain, interdit désormais toute exportation d'équipements de protection médicale. Donc, on verra ce que les autorités à Québec ont à dire à ce sujet. Peut-être entre-temps, retrouver Alex Boissonnaud. Donc, Alex, c'est la vice-première ministre, Geneviève Guilbeault, qui va remplacer François Legault. Oui. Ce sera l'occasion aussi de discuter du travail des policiers qui ont adopté une approche plus coercitive la semaine dernière pour faire respecter les... Vous voyez justement Claudine, la vice-première ministre, arriver avec l'équipe. La ministre de la Santé, Danielle Mécan, et le directeur national de la Santé publique, Horacio Arruda. Oui, le premier ministre s'est accordé une journée de congé, mais pas tout à fait, par exemple, parce qu'il vient tout juste de s'exprimer sur les réseaux sociaux, François Legault, en disant qu'il comprend bien que les Québécois trouvent ça difficile, ce qui est demandé en ce moment, mais que c'est effectivement ce dont on a besoin pour gagner la bataille contre le virus. Donc, le premier ministre qui reste très proche quand même de ce qui se passe. Mais je peux déjà vous dire qu'il sera sans doute question des forces de l'ordre, de leur impact en ce moment dans la lutte contre la propagation du virus, d'autant plus que la vice-première ministre est aussi, évidemment, ministre de la Sécurité publique. Alors, je vous remercie beaucoup. Alors, les trois vont bientôt s'installer. Donc, Geneviève Guilbeault, Horacio Arruda et Danielle Mécan. Peut-être un mot, Alex, en attendant, sur ces familles qui pourront aller chercher des proches qui vivent en CHSLD ou dans des résidences de personnes âgées, mais à certaines conditions. Il en était question hier. Tout à fait, parce qu'il y avait une certaine hésitation, il y a des préoccupations au niveau de la santé publique, mais là, on a confirmé la directive. Les familles pourront y chercher leurs proches dans les résidences pour personnes âgées, avec deux conditions. La personne doit être suffisamment autonome pour sortir elle-même de la résidence et s'assurer aussi qu'il ne s'agisse pas d'un foyer d'éclosion. Alors, moi, je m'en vais à la conférence de presse. On se reparle tout de suite. À plus tard. On écoute donc le point de presse. Merci. La crise de la COVID-19. Aujourd'hui, c'est la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, qui va présider à cette conférence de presse. Elle sera accompagnée de Mme Danielle Mécan, ministre de la Santé et des Services sociaux, et du Dr Horacio Arruda, directeur national de la Santé publique du Québec. Mme Guilbeault, à vous. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc, avant de passer au bilan aujourd'hui, je veux revenir de façon générale sur les consignes, les nombreuses consignes, les nombreuses mesures d'urgence qu'on a mises en place dans les dernières semaines pour lutter contre la pandémie. Je veux rappeler qu'on est bien conscient que c'est difficile en ce moment pour beaucoup de personnes de respecter l'application de ces mesures d'urgence de santé publique qu'on a mises en place. Mais rappelez-vous qu'en ce moment, on est en train de faire tout ce qu'il faut pour sauver des vies. Gardez toujours à l'esprit qu'en ce moment, on poursuit un seul et même objectif, c'est de sauver des vies. Non seulement au Québec, on est un des endroits où on teste le plus, mais on est aussi un des meilleurs dans le respect des règles de distanciation sociale. Et ce sont là deux éléments clés pour pouvoir remporter cette bataille qu'on mène contre la COVID-19 en ce moment. Donc, il ne faut surtout pas relâcher nos efforts, même quand c'est difficile. Rappelez-vous qu'on fait exactement ce qu'il faut en ce moment et qu'on va atteindre ensemble cet objectif de venir à bout de ce virus. Je vais donc passer au bilan du jour. Donc, on a aujourd'hui, malheureusement, 14 nouveaux décès pour un total de 75 décès. Alors, bien sûr, je veux offrir au nom de tout notre gouvernement mes condoléances à tous les proches, à tout l'entourage, tous les parents de ces personnes décédées. On a aujourd'hui 6 997 cas confirmés, une augmentation de 896 par rapport à hier. On a 478 personnes hospitalisées, une augmentation de 49. On a 130 personnes aux soins intensifs, une augmentation de 8. On a aujourd'hui des chiffres, somme toute, encourageants du côté des hospitalisations quand on regarde le ratio par rapport au nombre de cas. Donc, c'est encourageant de ce point de vue-là, mais c'est toujours très difficile d'entendre quotidiennement ces statistiques-là parce que derrière les chiffres, il y a des êtres humains.
Il y a des gens qui souffrent, il y a des familles qui s'inquiètent. Donc, c'est difficile de dresser ces bilans au jour le jour. Il y a aussi nos anges gardiens qui sont au front, qui sont là pour nous soigner, pour soigner les personnes qui sont malades. Donc, ce qu'on peut faire de mieux pour nos anges gardiens et pour tout le monde, pour les uns les autres, c'est de s'assurer que tout le monde, absolument tout le monde, respecte à la lettre les consignes de santé publique. Et je rappelle d'ailleurs que ces consignes de la santé publique, elles ont force de loi et qu'on a des forces policières déployées partout sur le terrain, sur le territoire québécois, pour les faire appliquer. C'est pas le temps en ce moment d'être égoïste, c'est pas le temps de penser à sa petite personne, c'est pas le temps de vouloir défier les lois, les directives de santé publique, c'est le temps de les respecter. Et je l'ai dit, on a les forces policières qui sont présente un petit peu partout parce qu'on ne peut plus accepter à ce stade-ci, on ne peut pas l'accepter depuis le début d'ailleurs, mais encore moins à ce stade-ci avec le nombre de cas qui augmente, le nombre de décès. On ne peut plus accepter que des individus, des personnes, des groupes de personnes isolées continuent de miner les efforts collectifs. Donc, et nos policiers aussi, tout comme nos anges gardiens du réseau de la santé, sont eux aussi au front quotidiennement pour assurer la sécurité de tout le monde. Donc, facilitons-leur la tâche. Évitons les rassemblements. On ne veut plus voir de rassemblements ni extérieurs ni intérieurs. On ne veut plus voir de commerce et de services non essentiels qui continuent de fonctionner. Donc, si vous êtes témoin de ces situations-là, des infractions aux directives de santé publique, dénoncez-les, signalez-les à vos forces de l'ordre. Je l'ai déjà dit, on ne veut pas tomber dans un climat de sursuspicion non plus. On ne veut pas sombrer dans la paranoïa collective. Mais il faut rester vigilant. Il faut surtout s'assurer que personne ne met délibérément en danger la vie des autres personnes. Je veux aussi demander aux Québécois d'être respectueux envers nos policiers, en étant honnêtes sur le fait qu'ils peuvent présenter des symptômes de la COVID-19. Donc, si vous présentez des symptômes, et bien sûr, si vous avez un test positif de COVID-19, donc si vous êtes contaminé par le virus, soyez honnête, dites-le aux policiers avant qu'il y ait interaction. Et même chose, évidemment, pour notre personnel du réseau de la santé. Si vous présentez des symptômes, soyez honnête. Il n'y a aucune honte à avoir des symptômes du COVID-19. Bien au contraire, ce qui serait honteux, c'est de vouloir le cacher, de le dissimuler sciemment et d'ainsi mettre en péril la santé et la sécurité, notamment des gens du réseau de la santé et de nos forces policières et de tout le monde d'ailleurs. Donc, soyez honnêtes, soyez transparents. J'en appelle au sens des responsabilités et au civisme de tous les Québécois sur cette franchise, cette transparence qu'on doit avoir sur son propre État. L'autre consigne qui est critique en ce moment, c'est toute la question de l'interdiction des déplacements non essentiels entre les régions, entre les villes. Vous savez, on a déjà décrété ou du moins fixé certains territoires, certains endroits au Québec où les déplacements non essentiels sont interdits. On veut éviter la propagation du virus d'un endroit à l'autre. On veut aussi protéger nos communautés plus vulnérables, si bien qu'aujourd'hui, j'annonce qu'on ajoute 2 nouveaux territoires où seront interdits les déplacements jugés non essentiels. J'annonce le territoire de Charlevoix et la ville de Rouyn-Noranda. Donc, à partir de 16 heures aujourd'hui, on va ajouter des points de contrôle policiers à ces endroits pour contrôler, limiter les allées et venues sur ces 2 nouveaux territoires. L'objectif étant, bien sûr, toujours de renforcer l'application des directives de santé publique en évitant tout déplacement non essentiel autour et dans ces régions. Ça s'ajoute à la liste qui a déjà été rendue publique depuis une semaine. Donc, je vais ajouter un petit mot sur les inondations pendant que c'est moi qui suis ici aujourd'hui. Donc, peut-être faire le point sur la situation des inondations. Vous savez que chaque printemps, c'est un défi qui nous guette, la gestion des inondations. Donc, simplement assurer tout le monde que tout est sous contrôle pour l'instant. La très, très grande majorité des cours d'eau, la quasi-totalité des cours d'eau est sous contrôle pour l'instant. Il y a eu des incidents en Beauce depuis hier. Il y a eu certains débordements, certaines évacuations préventives, certaines inondations mineures aussi. Mais tout se passe très bien, tout est sous contrôle. Je l'avais dit, j'ai fait une tournée, moi, en prévision d'une éventuelle
éventuelle crue printanière pour m'assurer que toutes les municipalités sont conscientes des règles à respecter cette année, entre autres sur l'hébergement, sur la gestion des bénévoles, des services aux sinistrés, tout ça. Il faut éviter les rassemblements. Donc, tout le monde est bien conscient. Je veux en profiter pour les remercier d'ailleurs, toutes les municipalités et toutes les MRC qui collaborent très bien. Donc, on est prêt. S'il y a lieu et si on doit intervenir, nous serons prêts. Je veux en assurer tout le monde. Et je veux passer le message aussi aux citoyens que là aussi, comme ailleurs, il faut respecter les directives de santé publique. Et je voyais tout à l'heure un gazouillis de la Sûreté du Québec qui faisait état de rassemblements le long de la rivière Chaudière. Donc, dans les inondations, comme dans tout le reste, il faut éviter de se rassembler par curiosité pour aller voir les cours d'eau qui seraient sous surveillance ou aller voir ce qui se passe s'il y a des inondations. Donc, évitez de vous masser dans ce type d'incident par curiosité. Je vais avoir des remerciements un petit peu particuliers aujourd'hui pour les remerciements du jour, des remerciements même que je qualifierais de mignons, parce qu'aujourd'hui, je veux remercier nos enfants. On parle souvent que ça peut être difficile pour les parents d'être à la maison, entre autres de faire du télétravail et tout ça en ayant nos enfants à la maison, mais c'est difficile pour nos enfants aussi, parce qu'eux aussi, leur vie a été chamboulée depuis quelques semaines. Ils sont privés de leurs amis, ils sont privés de la garderie, privés de l'école, ne peuvent pas toujours jouer dehors. Donc, je veux remercier nos enfants d'être solidaires de leurs parents, continuer à être forts, continuer à être souriants, continuer à nous aider et on va passer tous ensemble au travers. Donc, je vais terminer avec les 3 consignes qu'on veut toujours rappeler. On les rappelle toujours, mais c'est parce que peut-être qu'il y en a encore qui ne les suivent pas ou qui ne les connaissent pas. Donc, première consigne très importante, on évite de sortir de chez soi si on n'a pas de raison essentielle de le faire. Si on doit sortir de chez soi, on s'assure de rester à 2 mètres des autres personnes. Et en tout temps, en particulier quand on arrive de l'extérieur, on doit se laver les mains avec du savon. C'est très, très important. Donc, je remercie encore tous les Québécois parce que malgré ces rappels de consignes qu'on fait pour les quelques récalcitrants qui subsistent, la très grande majorité suivent les consignes depuis maintenant des semaines. On sait que c'est difficile, donc je veux vous remercier. Et surtout, rappelez-vous qu'on est tous ensemble dans ce combat et que c'est uniquement en étant unis et solidaires, tous ensemble, en regardant tous vers le même objectif de sauver des vies, qu'on va passer à travers. Merci. Est-ce que vous souhaitez faire un mot en anglais, Madame la ministre? Oui. La vice-première ministre. So, good afternoon. Bon après-midi. Tous nos efforts pour combattre le virus changent les choses. Ils sauvent des vies. Mais pour remporter cette bataille, tout le monde doit suivre les directives. Les rassemblements doivent arrêter et les commerces non essentiels doivent fermer. La police interviendra pour faire appliquer ces directives si nécessaire. Un autre élément essentiel, c'est de renoncer à tous les voyages non essentiels entre les régions. C'est pourquoi nous annonçons la création de contrôles policiers pour restreindre les mouvements dans 2 nouveaux territoires, Charlevoix et la ville de Rouyn-Noranda. Cela va nous aider à prévenir la propagation du virus d'une région à l'autre. Je veux aussi dire un mot sur la situation des inondations. Jusqu'à maintenant, la situation est sous contrôle, mais si jamais des inondations devaient se produire, je puis vous dire que nous sommes prêts et que nous allons nous assurer que cela ne servira pas à la propagation du virus. Nous répétons nos 3 directives. Ne sortez pas, à moins que ce soit nécessaire. Si vous sortez, respectez les distances et quand vous revenez à la maison, lavez-vous les mains. C'est ainsi que nous allons sauver des vies. Qui est réservée aux journalistes. Et nous allons commencer aujourd'hui avec Tommy Chouinard de La Presse. Bonjour. D'abord, ma question pour la ministre de la Santé, Danielle McCann. J'aimerais savoir où on en est exactement sur les réserves de propofol et d'autres médicaments essentiels en milieu de soins intensifs, car il y a des personnes directement impliquées dans le milieu de la santé, qui disent que manifestement ces réserves-là sont limitées, qu'on en a pour 1 semaine, mais on n'est pas capable de s'avancer pour plus. On en est où? Bon, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il faut être très, très rigoureux dans l'usage de ces médicaments, dont le propofol. Et on est en train de revoir, de regarder des substituts, même des anciens médicaments qu'on utilisait là, dans le passé pour venir aider
Alors, il y a tout un travail qui se fait actuellement à ce niveau-là. On a aussi décidé au niveau de l'approvisionnement des médicaments en général de le centraliser au ministère. On a fait ça, comme vous le savez, pour les équipements de protection. Avant, c'était les établissements qui s'approvisionnaient directement avec les fournisseurs. On a dû, évidemment, dans une situation d'urgence sanitaire, c'est ce qu'on fait pour vraiment avoir le plus de rigueur, mais aussi d'équité possible. Et on fait la même chose maintenant pour les médicaments. Alors, on a un travail qui se fait actuellement et on va regarder là, des médicaments qui peuvent être utilisés en substitution de certains médicaments comme le propofol. Je sais pas comprendre. Dois-je comprendre qu'il n'y a pas de précision exactement sur l'état des réserves et tout ça, là? Je ne vais pas vous la donner aujourd'hui parce qu'évidemment, on est en train de faire ces travaux et on pourra, évidemment, dans le futur, vous en donner plus de spécificité là-dessus sur le délai. Mais comme je vous dis, on est en train d'examiner d'autres médicaments. Alors ça pourrait nous donner, évidemment, beaucoup plus de temps devant nous. Et on regarde également toute la situation avec nos fournisseurs. On n'a pas terminé notre travail là-dessus. Alors, au moment où on aura davantage une idée, on pourra vous revenir là-dessus parce qu'il y a probablement d'autres possibilités avec nos fournisseurs. Qui sont les décès, Dr Arruda? Les nouveaux décès qui s'ajoutent? Les nouveaux décès? Bien, il y a eu 14 nouveaux décès qui sont tous dans la catégorie d'âge qu'on vous a dit antérieurement, puis sont distribués un peu au Québec. C'est Alain Laforêt, TVA. Mais si vous me permettez, il y a eu une question qui m'a été adressée. J'aurais peut-être une chose à vous dire aujourd'hui. Là, en fonction de l'analyse qu'on a faite quotidiennement avec les directions de santé publique, vous savez qu'on avait identifié des zones plus chaudes, des zones plus rouges. Maintenant, il y a de la transmission communautaire qui s'installe un peu partout au Québec, particulièrement dans les villes, je vous dirais, là, plus populeuses, de telle sorte que maintenant, aujourd'hui, j'annonce que nous recommandons de considérer l'ensemble du Québec comme ayant de la transmission communautaire. Ce que ça veut dire, c'est qu'actuellement, il y a encore des gens qui pourraient introduire par le voyage, mais le facteur principal d'acquisition de la maladie est au Québec actuellement. C'est sûr qu'il y a des zones, puis ça ne veut pas dire qu'on va enlever des contrôles routiers pour protéger les zones encore moins atteintes, mais actuellement, on considère qu'une personne qui a des symptômes qui sont compatibles avec le coronavirus sont potentiellement des coronavirus à un taux assez élevé. De telle sorte qu'on va demander à ces personnes-là, quand ils vont être vus à l'hôpital, même s'ils n'ont pas voyagé, même s'ils ne proviennent pas d'une zone chaude, s'ils ont un syndrome respiratoire, de porter un masque. Et les intervenants de la santé vont aussi porter un masque pour ces personnes-là. Donc, ça a surtout une implication, je vous dirais, pour le niveau de gestion des individus qui viennent consulter au système de santé. Puis ça nous réimporte de dire l'importance de pratiquer les mesures de distanciation sociale qu'on vous a déjà bien dit et répété à plusieurs fois. Cette décision-là, c'est clair qu'il y a des différences de dynamique entre les régions. Là, il y a des sous-secteurs plus chauds que d'autres, mais on arrive à un stade actuellement où plutôt que d'aller à la pièce puis d'ajouter une région à la fois à chaque jour ou des sous-sections, on a considéré qu'il est le temps de recommander la transmission communautaire qui est soutenue à certains endroits, moins soutenue ailleurs, mais de toute façon, on va prendre ces mesures-là. Je tiens à vous dire qu'il est excessivement important de ne pas lâcher. Il ne faudrait pas que tous les efforts qu'on a faits jusqu'à maintenant, qui portent leurs fruits, soient anéantis par un relâchement actuellement. C'est encore le temps. Les équipes de santé publique vont continuer à faire des investigations sur les cas et sur les contacts. Il faut appliquer les mesures. Les gens dans le système de soins et ceux qui donnent des services essentiels proches des personnes vont devoir se protéger un peu plus. Donc, c'est ça qui est la consigne. C'est surtout pour que vous renforcez, mais c'est surtout à cause de la situation épidémiologique. Là, on est rendu à ce stade-là. Quand on était après la semaine de relâche, c'était surtout des voyageurs. 90% des gens qui avaient la maladie provenaient de voyage. Ça démontre qu'actuellement, le bombardement par les voyageurs est en diminution. Ça veut dire que les gens qui reviennent quand même doivent rester en quarantaine, mais on doit considérer toute personne qu'on ne connaît pas, puis c'est pas pour donner de la méfiance, mais comme étant potentiellement porteur, de telle sorte qu'on ne prend pas de chance. Et à ce moment-là, je vous demande à tous de respecter l'étiquette respiratoire, de faire les mesures d'hygiène qu'on répète continuellement. Et puis, si vous avez des symptômes, aussi, de ne pas mentir. Il y a des gens
qui, pour des raisons X, Y, Z, veulent aller à un certain endroit ou veulent rentrer dans tel établissement ou pas, si vous avez des symptômes compatibles avec un rhume ou une grippe, de la toux, de la fièvre, c'est très important d'avertir votre soignant ou la personne qui va vous recevoir parce que, un, c'est pour vous traiter, vous, et deux, c'est pour ne pas contaminer notre personnel puis qu'on se retrouve avec des problèmes de pénurie de personnel. Il y a des gens qui ont menti pour toutes sortes de raisons, qui étaient COVID-19 positifs et qui se sont présentés en milieu hospitalier pour des raisons X, Y, Z. Donc, j'insiste, c'est très important. Ce n'est qu'ensemble qu'on va gagner la bataille. C'est long, c'est difficile. Tout le monde est un peu, je vous dirais, tanné de cette situation-là, si on peut le dire en québécois. Mais je pense qu'on passe dans une autre phase, mais on va la gagner si tout le monde fait ses efforts. Merci. Monsieur Laforêt, de TVA. Docteur Arruda, pour faire un peu de millage là-dessus, là, vous avez annoncé aujourd'hui, bonjour à tous, vous annoncez aujourd'hui 6 997 cas, 896 de plus, une grosse augmentation. Juste pour que les gens comprennent bien avec le message de prudence que vous venez de donner, quelle est la tranche d'âge qui est principalement affectée? Est-ce que ce sont principalement des hommes, des femmes? Parce que oui, ceux qui nécessitent des soins d'urgence, on parle plus des personnes âgées, mais au niveau de la contamination, c'est quoi le portrait que vous pouvez nous donner aujourd'hui? Écoutez, si vous me permettez, je vais juste sortir mes choses. Il faut faire une distinction entre la maladie et ceux qui décèdent ou qui vont aux soins intensifs. Hein? Vous savez, il y a plein de gens, la majorité des gens, même au-dessus de 80 %, même ici au Québec, c'est plus que ça, vont faire la maladie, vont rester à la maison, n'auront pas nécessairement besoin de soins, vont passer plus ou moins un mauvais quart d'heure, puis vont se rétablir. Et donc, pour ce qui est des répartitions à travers des groupes d'âge, en fin de compte, il y en a, surtout, c'est des jeunes adultes, en termes de max 40-49 ans. Et par contre, pour ce qui est des décès et des hospitalisations, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un shift vers les personnes plus âgées. C'est ça, en gros. Vous pourrez voir sur le site de l'Institut national de santé publique les détails en pourcentage. Mais dans le fond, si j'essaie de résumer pour la population, les gens qui meurent actuellement du COVID-19 sont surtout des personnes en haut de 70 ans, surtout entre 80 et 89 ans, puis en haut de 90 aussi. Il y a quelques cas. Il y a eu un cas de décès, je l'ai dit, dans la tranche d'âge 30-39, d'autres dans 50-59, mais c'est véritablement une maladie qui tue particulièrement les gens les plus âgés, les gens qui ont des maladies chroniques, pour le moment au Québec, et c'est le profil qu'on s'attendait. Et c'est pour ça qu'on a mis tellement d'emphase sur le contrôle de la non-exposition des personnes âgées qui sont regroupées dans résidences pour personnes âgées, etc. Madame la vice-première ministre, on vient de passer à une étape supérieure avec la transmission communautaire, donc il n'y a plus de régions qui ne sont pas à risque. Vous avez lancé un avis pour, entre autres, dire la vérité aux policiers. À Saint-Jean-sur-Richelieu, la Ville a décidé d'appliquer des contraventions, là, 200 $, 500 $ et 1 000 $. On ne fait pas le processus devant le procureur de la Couronne. Est-ce que la Sûreté du Québec et les autres corps de police devraient faire la même chose? Fini les avertissements, on sévit. Bien, il y a déjà des constats qui s'émettent dans les derniers jours là, à la suite du constat d'une infraction. Il y a des rapports d'infraction généraux qui sont remis par les différents corps de police quand ils constatent qu'effectivement, il y a des gens qui ne se conforment toujours pas aux directives, notamment par des rassemblements, notamment par des commerces qui sont encore ouverts et qui ne devraient pas l'être. La situation dont vous me parlez à Saint-Jean-sur-Richelieu, j'en ai eu connaissance. Effectivement, on est encore à faire les vérifications parce que c'est tout récent que cette situation-là a été diffusée dans les médias. Mais de prime abord, avec les premières vérifications que j'ai pu faire avant de venir vous parler aujourd'hui, il semble effectivement là, qu'ils ont mis en place leur propre règlement municipal ou en tout cas qu'ils ont mis en place leurs propres outils à travers des règlements municipaux pour pouvoir agir doublement. Et donc, si c'est bien ce que je pense que c'est, puis encore là, il y a d'autres vérifications à faire, mais je pense que ça démontre le sérieux de la situation. Une municipalité qui se donne des outils supplémentaires pour contenir la propagation du virus, pour sévir contre ceux qui ne suivent toujours pas les directives de santé publique. Ça démontre le sérieux de la situation et toutes les municipalités, toutes les MRC, toutes les régions, tous les citoyens, tout le monde en ce moment doit prendre tous les moyens à la hauteur de sa situation
pour s'assurer du respect collectif des règles. Saint-Jean-Richelieu le fait de cette façon-là. Et je pense que, toujours sous réserve des vérifications à venir, c'est une bonne idée. Patrick Belrose du Journal de Québec. Oui, bonjour à tous. La question pour le Dr Arruda. Ça fait déjà 12 jours qu'on a mis le Québec sur pause. Pourtant, le nombre de cas quotidiens continue d'augmenter. On est au double du 23 mars quand on essaie de mettre le Québec sur pause. Est-ce que, en fait, les mesures donnent les résultats escomptés? Et est-ce que le bilan à mi-parcours vous pousse à penser qu'on va devoir prolonger l'arrêt des activités non essentielles? Pour ce qui est de la question de est-ce que les mesures qui donnent sont efficaces, oui, je tiens à vous dire tout de suite, là, on a même mesuré les questions de distanciation au Québec, qui est la province qui l'applique le plus, donc les gens l'appliquent. Ça, c'est une première des choses. Par rapport à l'efficacité, c'est vrai qu'on a beaucoup de cas, bien, faisons attention, on teste beaucoup. Et ce qui m'importe, moi, c'est quand je regarde le taux d'hospitalisation puis le taux de décès. Moi, je peux vous dire que si on se compare, on n'a pas 15 d'hospitalisation actuellement. On est en deçà de ça. On a moins de décès. Donc, quelque part, les indicateurs fiables pour les comparaisons, je vous dirais, actuellement, on démontre qu'on a un effet parce que si on serait comme ailleurs, on aurait 15 Mais il est trop tôt. Puis je ne suis pas en train de dire qu'on est à mi-parcours. Je ne sais pas où on est, si on est à mi-parcours. Quand on sera au pic, espérons-là qu'on va dépasser un peu le mi-parcours pour savoir descendre rapidement. Mais je ne suis pas en mesure de vous le dire actuellement. Par contre, est-ce qu'on aplatit la courbe? Je veux vous dire, je vais attendre de voir la cuisson du temps, ce qu'elle va donner en termes de forme. Donc, moi, je trouve que c'est encourageant. Et si je regarde ce qui est recommandé, je vous dirais, à partir des expériences de partout, là, à part de sceller les portes des personnes pour les empêcher de sortir, comme ça peut être fait dans certains pays, bien, je pense que le Québec est en bonne situation. Il a pris les bonnes décisions, je vous dirais, actuellement au bon moment. Mais la vie étant ce qu'elle est, je ne suis pas astrologue ou je peux faire des scénarios, mais je pense que moi, actuellement, là, je sens qu'on est en contrôle. Et surtout aussi, c'est qu'on est déjà en plusieurs interventions de délestage, d'intervention, pour permettre à notre système de santé de continuer. D'où l'importance de protéger aussi nos ressources humaines, parce que des lits, c'est une chose, du matériel, c'est une chose, des ventilateurs, c'en est une autre. Les respirateurs, c'en est une autre, mais il faut encore qu'on ait un système de santé où des gens, à la fois dans les travaux essentiels, à la fois du côté de la police, à la fois ceux qui transportent la nourriture, là, parce que si on n'a pas ça, on va avoir des problèmes, mais il faut les protéger. Donc, pour les protéger, c'est aussi diminuer le risque de les contaminer en ayant un comportement adéquat. Mais je suis fier d'être au Québec. Et on verra l'histoire plus tard. Puis je vais vous dire, il y a beaucoup de questions excessivement pertinentes que vous posez, dont j'aimerais avoir la réponse. Mais je suis obligé de dire, comme scientifique, que je ne le sais pas. Mais actuellement, on est en contrôle. C'est ce que je peux vous dire, on est en contrôle. Il y a des zones de fragilité comme partout dans le monde par rapport à certains matériels, etc. Mais actuellement, on est en contrôle. Puis n'oubliez pas que si vous ne l'attrapez pas, vous n'avez pas besoin de traitement. Là-dessus, moi, ce que je peux vous dire du point de vue du système de santé, d'ailleurs, la question a été soulevée hier par rapport à des situations qu'on qualifierait là, de semi-urgentes. Moi, j'ai beaucoup d'empathie pour les gens qui ont certaines problématiques, notamment en cancer, et qui attendent pour certaines interventions. C'est sûr que la situation maintenant nous permet de rouvrir un peu plus. La situation au niveau des N95, c'est un peu améliorée, parce que c'est ça qui nous freinait aussi. La situation des médicaments, j'en ai parlé, il faut être très, très rigoureux. Alors, on va être capable, la semaine prochaine, d'ouvrir quelques jours pour des interventions semi-urgentes, notamment en oncologie, dans toute la sphère du cancer. Et là, vraiment, il y a tout un travail qui se fait dans les hôpitaux par des comités cliniques, des évaluations très, très rigoureuses. Et je veux vous dire aussi que ça, c'est nouveau avec cette crise, hein? Les spécialistes, les médecins spécialistes et leurs équipes appellent les patients. Et moi, j'invite les gens qui sont anxieux, qui ont des craintes par rapport à leur santé, dans ces situations-là particulièrement, d'appeler leur médecin. Ils vont vous répondre. Et l'important dans ces situations-là, c'est de communiquer de façon soutenue. Et dans les prochains jours, il va y avoir certaines de ces interventions qui vont être faites. Alors, c'est grâce
aux efforts de la population aussi, parce que ces équipements n'ont pas été pris pour d'autres situations de COVID-19. C'est grâce à ces efforts-là que notre système de santé est capable d'aller un peu plus loin dans ces situations semi-urgentes. Deuxième question, quand je parlais de mi-parcours, Dr. Arruda, je parlais de mi-parcours pour la pause que vous avez décrétée, donc l'arrêt des activités économiques non essentielles. Donc, est-ce que vous envisagez de prolonger l'arrêt des activités non essentielles? Et aussi, peut-être un petit commentaire, est-ce qu'on doit s'attendre à une semaine très difficile la semaine prochaine dans cette crise? Bon, pour ce qui est de la pause, il y a plusieurs éléments à prendre en considération. Puis je pense que c'est une décision gouvernementale qui prend en compte des éléments économiques, hautes capacités, etc. Ce que je peux faire, c'est que si on veut prolonger ou pas la pause, on peut me poser des questions sur quelles sont les conditions pour qu'on ne perde pas les acquis. Ça, c'est un élément. C'est clair que je pense que c'est assez clair qu'on n'attendra pas la fin de tout pour dire qu'on recommence à vivre, parce que ce serait intenable. Là, si on recommence à vivre, mais comment allons-nous recommencer à vivre? Quels sont les mécanismes qu'on mettra en place? On va favoriser encore le télétravail. Il y a plein d'analyses qui sont en cours pour être faites de comment travailler différemment. Puis je voudrais en profiter, s'il vous plaît, Madame la vice-première ministre a remercié les enfants. Moi, je voudrais remercier des gens, la société québécoise, mais tous ceux qui font des gestes pour aider les gens à rester à la maison. Ceux qui vont distraire les personnes, les artistes qui font de la belle musique avec des chansons, qui reprennent sous le terme du corona, excusez-moi, puis d'ailleurs c'est le COVID-19 que je devrais dire, voyez-vous que je suis dedans depuis le 7 janvier, sans arrêt. Je voudrais juste vous dire, dans le fond, tout geste qu'on pose, à la fois en respectant les consignes, mais à la fois en soutenant les autres dans leur maintien, c'est un geste d'amour. Je tiens à le mentionner. Et je sens cette très grande solidarité au sein du Québec. J'en ai envers moi, j'en ai trop envers moi, mais donnez-en autour, que ce soit des gens qui vont faire des repas, l'atelier des chefs, par exemple. Là, j'en nomme quelques-uns, puis je vais en oublier d'autres. Hein? Tous ceux-là, tous les gens qui prennent soin, bien, moi, ça me démontre qu'on est une société qui est capable de combattre la chose, mais aussi d'en sortir grandi. C'est mon message que je voulais porter aujourd'hui parce que je suis très fier, très, très fier d'avoir notre société. Ça va être une semaine, je vous dirais, importante. Est-ce qu'elle va être la plus difficile? Elle va nous donner plus d'informations. Vous savez, à mesure qu'on avance, plus on peut être précis sur ce qu'on pense qui peut arriver. J'aimerais ça avoir les réponses de la semaine prochaine. J'aimerais ça être samedi prochain pour vous donner déjà là, les scénarios que vous aimeriez avoir, mais disons que ça va pas retomber comme ça du jour au lendemain. Et c'est pour ça qu'il faut maintenir. On a mis trop d'efforts pour arrêter tout ça. Je vais maintenant poser une question. Monsieur Arruda, bon, j'ai déjà posé cette question un peu plus tôt cette semaine sur le port du masque dans la communauté. La CDC aux États-Unis le recommande maintenant. L'Académie française de médecine également le recommande au grand public, tout en précisant qu'il ne faut pas que ce soit des masques destinés au personnel médical, mais on parle, entre autres, de masques de tissu ou encore de foulard. Est-ce que vous maintenez l'opinion que vous aviez cette semaine ou est-ce que, à votre avis, il est temps que dans la population en général, on commence à se couvrir le visage pour éviter d'envoyer des particules sur d'autres personnes qui ne seraient pas infectées? Écoutez, je n'ai pas la vérité. J'essaie toujours de donner mes avis sur les données probantes. Et je pense que nos experts vont regarder encore tout cela. Par contre, si vous me permettez, dans le contexte actuel, ce que je peux vous dire, c'est que nos masques de procédure doivent être réservés, je vous dirais, aux personnes qui vont donner des soins et aux travailleurs essentiels qui vont être en contact avec des personnes à moins de 2 mètres pour leur donner des soins. Fait que dans le contexte actuel, ça demeure la très grande priorité. Et encore, ce masque-là est utilisé dans un contexte qui est tout à fait contrôlé dans le soin et qui pourrait même être porté différemment. On va peut-être conserver les masques plus longtemps. Il y a des avis là, qui vont apparaître dans la perspective de la santé publique actuelle, notamment parce qu'on est en transmission communautaire. Pour ce qui est du masque dans la communauté, moi, ce que je vous dis, c'est que je considère encore qu'on ne peut pas faire l'économie d'un bon lavage de mains, etc. Mais dans les faits, porter un masque ou un tissu pour empêcher d'envoyer des gouttelettes, c'est comme quand on tousse, se mettre la main dans le coude. Hein? C'est pas un masque, etc. Donc, ça pourrait avoir cet effet-là, mais
Ce que je voudrais pas que ça fasse, c'est que ça donne l'impression que parce que je porte un masque, que je suis protégé. Et donc, la science, avec la généralisation du port du masque, soit dans la communauté pour prévention ou pas, nous donnera les réponses comme telles. Mais dans le contexte actuel, je veux dire, moi, je ne peux pas interdire quelqu'un de se faire un masque, surtout s'il y a des symptômes, pour ne pas contaminer les autres. C'est une bonne chose, au lieu de tousser. Bon, mais faites attention à l'accumulation, si ça devient humide, ça peut, si on manipule mal ça, qu'on l'enlève, qu'on contamine plein de choses autour, c'est comme si on avait pris notre coude et on l'aurait frotté. Voyez-vous ces éléments-là? Et là, la question de même le CDC, ils ont peut-être changé leur opinion, même le CDC reconnaissait que c'est une protection qui est de l'ordre peut-être de 30 % au moins. Là, il faut comprendre qu'aussi, ça va dépendre du tissu, comment il est ajusté, il y a plein de facteurs. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est dangereux. Je vous dis juste que pour les masses de procédures qu'on a, on veut les réserver pour ça. Puis on verra ce que les experts nous recommanderont. On va suivre ça de très, très près. Et comme je vous le dis, si ça est ajouté pour les gens symptomatiques, puis si jamais vous le portez, n'oubliez pas le reste, ce qui est très important, c'est l'hygiène. Il ne faut pas avoir l'impression que le masque va nous protéger à tout prix.